pour revenir à la morale et à l'éthique médicale, la morale et l'éthique médicale, c'était quelque chose qui était très long à se mettre en place et très compliqué. Par exemple, jusqu'à la Renaissance, on n'avait pas le droit de faire d'autopsie sur les cadavres. On ne pouvait pas les ouvrir. On ne pouvait pas regarder ce qu'il y avait dedans. On ne savait pas comment c'était fait. D'accord ? Donc, pour avoir une idée, les gens faisaient des autopsies des animaux, et en disant, il est possible que l'homme, et donc, qui est très célèbre, c'est Vézal, qui a été un des premiers à faire des autopsies humaines en Italie, parce que la Renaissance, beaucoup Italie. Et puis après, le pape a permis qu'on fasse des autopsies humaines, et on a pu commencer à voir ce qui se passait chez les hommes, comment c'était organisé, où étaient les organes. Et donc, c'est extrêmement récent. XVIe siècle, c'est récent, c'est très très récent. Jusque-là, on n'avait pas le droit de regarder. D'accord ? Il y a encore des civilisations dans lesquelles l'autopsie est extrêmement difficile à obtenir parce que c'est contre la religion. Hein. Chez les juifs et chez les musulmans, l'autopsie doit être exigée par la loi parce que sinon elle n'est pas acceptée. Vous ne pouvez pas faire des autopsies par curiosité ou parce que vous ne savez pas ce que c'est. Il faut que ce soit la loi. Parce que les gens doivent être enterrés immédiatement et le corps doit rester intact. C'est une religion, c'est comme ça. Et donc, on voit bien l'autopsie qui était un élément. Et du coup, en espèce de dérivé de l'autopsie, ce qui va jouer un rôle extrêmement intéressant dans les lois de bioéthique, c'est le don d'organes. Donc, pour le don d'organes, il faut, quand les gens sont morts cliniques, et toujours, leur corps fonctionne toujours, on peut prendre leurs organes pour les greffer. Mais si on demande à une famille, au moment où il vient de mourir, ça ne vous embête pas qu'on lui prenne le foie, le cœur, les reins? Vous savez, ils sont là en train de pleurer, ils sont malheureux. Puisqu'en plus, ceux dont on va prendre les organes pour les greffer, ce n'est pas ceux qui sont morts dans les EHPAD à 90 ans. Hein. Donc, c'est les gosses qui sont morts dans un accident de moto. Et donc, c'est difficile. Et donc, il a fallu, comme manquer beaucoup d'organes pour pouvoir faire les transplantations, il a fallu créer une loi spéciale. Parce que la loi, c'est comme la morale. Il faut jouer pour avoir le résultat qu'on veut, quand même. Hein. Les lois ne sont pas morales. Les lois, c'est une manière de s'organiser entre nous. Et donc, au lieu de demander le consentement, il fallait soit que la personne ait exprimé avant de mourir, mais elle ne savait pas, si un accident, elle ne savait pas avant ce qu'elle allait mourir, qu'elle refusait qu'on prenne ses organes, soit les parties du principe de qui ne dit mot consent. Donc, s'il ne s'était pas opposé au prélèvement d'organes, on peut lui prendre les organes. Donc c'est intéressant de voir comment on a contourné le consentement. Donc là, il n'y a pas de consentement. Il y a une non-opposition. On a créé un principe qui est un principe de non-opposition. Et qu'on va retrouver, on va voir, dans la loi actuelle, qui est, s'il n'y a pas d'opposition, donc c'est une non-opposition, et une non-opposition orale. Elle n'est pas écrite, on ne fait pas écrire, surtout quand ils sont morts, on ne fait pas écrire, écoutez, je ne suis pas opposé au fait que vous preniez mes organes. On dit à partir du moment où il n'a pas dit qu'il était contre, qu'il ne dit mot consent, on peut lui prendre les organes. D'accord ? Bien. Il se trouve que dans la médecine, dans les débuts de la médecine, les notions d'éthique médicale étaient approximatives. Vraiment. C'est-à-dire que, compris moi le père de notre spécialité, Pasteur, si vous regardez ce qu'il a fait pour la vaccination contre la rage, vous savez, on le mettra en prison maintenant. Hein, pour avoir fait ça, c'est un truc invraisemblable. Donc, et d'ailleurs, il était extrêmement critiqué par les médecins de l'époque. Et l'intérêt de la microbiologie et de Pasteur est venu du fait que Dr Roux, qui travaillait avec Pasteur, a mis au point la première sérothérapie pour la diphtérie. Pas du tout pour la vaccination pour l'âge, qui est devenue, elle, un mythe. D'accord ? Parce qu'on ne sait même pas si le gosse il avait la rage ou pas, parce que quand ça avait commencé la rage, trop tard. Donc, vous ne saviez pas s'il avait la rage ou pas. Donc, on l'a vacciné pour un truc dont on ne savait pas s'il avait, quand même. Hein.
Et ensuite, les quelques autres essais qu'il a fait sont des essais qui sont assez mal terminés. Donc, c'était une étape. Il y avait des choses qu'on faisait à une époque qu'on ne pourrait plus faire maintenant. Dans la lutte contre les grandes épidémies, qui est une chose moi que j'ai suivie parce que mon père était médecin militaire en Afrique, pour lutter contre la maladie du sommeil, pour savoir s'il y avait la maladie du sommeil dans un village, pour trouver le trypanosome, le parasite était dans le liquide céphalorachidien. Donc on faisait des photos de ça, on faisait aligner les gens du village assis sur un banc, et puis il y a quelqu'un qui passait, qui leur faisait une ponction lombaire à tous, l'autre qui prenait quelques gouttes, le troisième qui regardait au microscope s'il voyait trypanosome, et puis passait un coup de coton avec de l'alcool dessus, c'était fini. Vous n'imaginez pas maintenant que vous allez rentrer dans un village, faire une ponction lombaire à tout le village pour savoir s'il n'y a pas le trypanosome qui passe. Mais c'était les moyens de l'époque, et la lutte contre les grandes endémies a donné des résultats remarquables, avec une quasi-éradication de la trypanosomiase. Donc, simplement, le traitement individuel, les droits des individus n'étaient pas les mêmes que les droits collectifs. Ce qui est arrivé à un point, moi j'avais été sollicité il y a 20 ans par le ministre de la Santé pour qu'est-ce qui se passe si nous avons une maladie ultra contagieuse. À l'époque, les Américains fantasmaient sur la variole. Ils avaient fantasmé avant sur l'anthrax, et puis il y en a un qui avait dit, mais Saddam Hussein, peut-être qu'il a aussi la variole, il a attrapé. Alors ils avaient fait un film terrible qui s'appelait Dark Winter, l'hiver noir, en disant, voilà, si Saddam Hussein, c'est des si, tout ça, c'est comme les projections de Ferguson avec les modèles délirants. S'il infecte 10 personnes, 10 terroristes avec la variole, il les envoie dans 10 hubs. C'est tellement... alors la variole, on estimait qu'il y avait ce qu'on appelle le R2, c'est-à-dire le nombre de cas infectés par personne est de 20. Eh bien, donc vous imaginez comment ça fait. Ils arrêtaient le désastre, ils ont fait un film, et puis ils arrêtaient l'hôpital John Hopkins qui a fait ça. Ils se sont arrêtés quand il y avait 1 million de morts. Et ils ont montré ça à tous les gouvernements, y compris le nôtre, en disant voilà ce qui se passe. Et donc c'est là qu'a été relancée la vaccination contre la variole pour les militaires qui allaient aller en Irak. Heureusement, nous, les nôtres, ne sont pas allés en Irak, donc ils n'ont pas été vaccinés. Ça, c'est grâce à Chirac. Mais ceux de Bush, ils sont allés, on estime... On ne savait pas du tout les conséquences de la vaccination contre la variole chez les sujets adultes qui n'avaient jamais été vaccinés. On estime maintenant qu'il y a une centaine de morts par myocardite. C'est la première fois qu'on voyait les myocardites après vaccin, d'ailleurs. Des hommes jeunes, en pleine santé. Donc, ça n'avait pas du tout été prévu. On connaissait des complications de la variole, mais pas celle-là. Donc, ça veut dire que là, dans ces conditions, on oblige les gens à faire ça. Et nous se poser la question de, s'il y a quelqu'un qui arrive avec la variole à l'aéroport Charles de Gaulle, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la loi ne permettait pas de le prendre et de l'emmener de force, se faire soigner, ou de force le mettre dans un... Il a fallu créer un arrêté pour pouvoir le faire, parce que la loi ne le permettait pas. C'est-à-dire que il y a une limite, en particulier pour les maladies transmissibles, entre la liberté individuelle et la liberté collective. Et on l'a bien vu, maintenant, les excès inverses, de mon point de vue, avec le Covid-19, où on a forcé des gens à se vacciner, alors qu'il n'y avait aucune évidence scientifique montrant que de les vacciner empêchait la circulation du virus. Donc, c'est cette balance entre la liberté individuelle et le risque collectif est un des éléments de l'éthique médicale. Toujours est-il que il y avait des situations, on sait, il y a eu des essais thérapeutiques qu'actuellement notre morale ne permettrait plus, en particulier sur des volontaires. Alors, aux États-Unis, c'était spécialiste, ils faisaient des remises de peine pour des gens qui acceptaient de servir de cobayes. Donc, on leur injectait un truc, et puis ils disaient, écoutez, vous avez gagné 6 mois de prison ou 1 an de prison si vous acceptez de participer comme cobaye.
Donc ça, maintenant, on n'aurait plus le droit de le faire, parce que la personne qui est en face est vulnérable, et donc, en réalité, elle n'a pas réellement le choix. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé avec le personnel des hôpitaux, c'est qu'on a dit, vous avez le droit de ne pas vous vacciner, mais si vous ne vous vaccinez pas, vous n'allez plus à l'hôpital. C'est du chantage, c'est-à-dire en réalité, c'est une personne qui est vulnérable, vous lui dites, je vous coupe les vivres, je vous donne plus d'argent, ou vous m'obéissez. Ça, c'est pas du consentement, d'accord ? Et qui est un vrai problème. Une fois que tout le monde sera calmé, il faudra bien analyser ce qu'est le consentement, parce que, comme c'était encore à l'état de recherche, il fallait avoir un consentement éclairé. Déjà, on ne demandait pas de consentement écrit, ce qui n'est pas normal, mais un consentement oral. Est-ce que vous acceptez d'être vacciné, sachant que ce vaccin est encore en phase de recherche ? Mais le consentement suppose que vous ayez une alternative. Si vous n'avez pas d'alternative, il n'y a pas de consentement possible. Donc il y avait une vraie question de fond sur... maintenant, on marche sur tout ce sur quoi on a avancé ces dernières années, c'est-à-dire la protection individuelle, parce qu'au nom de la peur collective, sur des éléments dont l'évidence scientifique était extrêmement maigre, ce qui a été reconnu par Pfizer. Pfizer n'avait jamais étudié la transmissibilité, jamais, la contagion, jamais. Donc on a obligé les gens à faire ça, ou on les a foutus dehors, alors qu'il n'y avait strictement aucune base scientifique, aucune étude scientifique. Ce n'est même pas des mauvaises études. Les mauvaises études, on va les voir sortir au fur et à mesure qu'on va dépioter les trucs. Mais là, il n'y avait pas de mesure du tout. Ça n'a pas été mesuré du tout. D'accord ? C'est intéressant. Vous voyez, donc, la morale, la bascule de la morale entre la politique et la morale, vous voyez, c'est un peu compliqué. Toujours est-il qu'il a bien fallu à un moment se poser la question de ce qui était moral dans notre société et de ce qui n'était pas, en particulier vis-à-vis des malades. Parce que les malades interprétaient ça comme ça, et d'ailleurs ça posait des problèmes, c'est probablement pour ça que les lois ont émergé, les malades avaient l'impression de temps en temps d'être des cobayes. Oui. C'est-à-dire qu'ils venaient pour une maladie, puis on leur faisait des prélèvements qui n'avaient rien à voir, on leur testait des médicaments sans leur dire. Il a bien fallu commencer à réfléchir sur, attendez, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Là, il y a deux choses distinctes qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, parce que nous, on a été pris dans cette histoire d'une manière inattendue. Il y a je fais ce que je crois, comme médecin, être le mieux pour mon malade. C'est mon rôle. Mon rôle, c'est de soigner le malade. Parmi les choses que je peux être amené à donner, il y a des choses pour lesquelles l'État a dit « je le rembourse », je trouve que c'est bien, donc je le rembourse, et d'autres, y compris pour le même médicament, pour lequel, ça c'est l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, ça veut dire que quand un médicament arrive, on le met sur le marché pour un certain nombre d'indications. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels il dit non, moi, je ne rembourse pas ça. Si vous le faites, vous prenez votre responsabilité, mais vous prévenez le malade que c'est en dehors de ce que nous, la NSM, on a proposé. Et la question se pose de la même manière à la FDA, qui a été attaquée, parce que, on verra comment ça se terminera, mais aux États-Unis, j'ai plus confiance, parce qu'il y a beaucoup de juristes là, à propos de l'ivermectine, parce que sur les communications sur l'ivermectine, il y a des médecins qui ont été condamnés parce qu'ils en avaient prescrit. Alors que l'ivermectine est un des médicaments les plus prescrits, les plus bénins qui soient. Donc, la FDA avait fait des affiches en mettant « si vous n'êtes pas une vache ou un cheval, ne prenez pas l'ivermectine ». Parce qu'on le donne aussi aux chevaux et aux vaches. Mais enfin, il doit y avoir 1 milliard de personnes qui ont pris l'ivermectine. Donc c'est des mensonges affreux, comment la FDA peut mentir à ce point. Vous voyez, la foi des gens qui dépasse l'entendement. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus de science, il n'y a plus de cortex, il n'y a plus rien. C'est j'ai raison, obéissez, je suis prêt à utiliser absolument tous les moyens pour que vous fassiez, pour que vous me croyiez. Oui. Parce que là, il faut oser faire un truc comme ça. C'est comme le chloroquine et l'hydroxychloroquine, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais quand ce médicament, il a dû être distribué, je ne sais pas, il a dû y avoir 100 milliards d'ordonnances de ce médicament dans le monde.
et brutalement de dire ça tue 10% des gens, mais il faut être complètement fou. Faut pas connaître le médicament, faut pas être rhumatologue, faut pas avoir vécu en Afrique, c'est idiot, personne ne peut croire une chose pareille. Mais si vous dites ça à des gens qui n'ont jamais entendu parler de ces médicaments, qui font de la politique et que ça les intéresse, ils sont prêts à le véhiculer, le répéter, mobiliser quelques faibles d'esprit pour démontrer que c'est vrai. Et donc, ça a un côté extraordinairement inquiétant. Toujours est-il que la FDA, ou en France la MM, dit voilà, ce médicament est fait pour ça. Très bien. Mais, comme médecin, vous avez le droit de donner les médicaments que vous voulez. C'est la responsabilité médicale. Mais vous devez préciser que c'est hors AMM ou hors FDA. Ça s'appelle aux États-Unis off the comptoir. Et le patient n'est pas remboursé, il paye pour ça. Très bien. Mais rien ne vous l'interdit. Moi, je sais bien, parce qu'on m'a accusé de tous les péchés du monde, mais y compris on m'a envoyé devant le Conseil de l'ordre, le Conseil de discipline du Conseil de l'ordre, on m'a dit, M. Raoult, tu as parfaitement le droit de prescrire l'hydroxychloroquine à qui il veut, s'il pense que c'est bon pour le malade, point final. C'est mon métier de définir ça. Je connais quand même mieux les maladies infectieuses que Véran, quand même. Enfin, faut être sérieux, quand même. Et puis, alors, ceux qui se sont succédés, là, comme ministre de la Santé, qui me disent ce qu'ils doivent faire, j'en suis pantois. Ceux qui m'expliquent comment on traite les maladies infectieuses, j'en suis resté pantois. Toujours est-il que ça, c'est l'AMM, mais l'AMM, ça n'est pas la science. L'AMM, c'est pas la science. L'AMM, c'est un accord entre l'industrie pharmaceutique et l'État. Je vais vous donner l'exemple qui est le plus spectaculaire de tous, c'est les angines, les pneumonies et l'azithromycine. Les angines qui représentent un danger sont les angines à streptocoque et les angines à Fusobacterium necrophorum. Une qui donne des phlegmons et l'autre qui donne des angines, parfois, exceptionnellement, en tout cas on n'en voit plus maintenant, de rhumatisme articulaire aigu. Tout ça, bien que le gouvernement passe sa vie à dire que tout devient résistant à tous les antibiotiques, c'est resté parfaitement sensible à la pénicilline et à l'amoxicilline. On ne trouve plus d'amoxicilline parce que la gestion des médicaments dans ce pays est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais c'est un médicament qui ne coûte rien, qui est vieux, qui est générique, et qui est le traitement de l'angine. Voilà. Partout, vous regardez dans tous les livres, comment on traite du monde, pas comment on traite l'angine, l'amoxicilline. En France, les gens qui vendent l'azithromycine, maintenant ils s'en fichent, c'est génériqué. Mais au moment où ce n'est pas génériqué, ils ont discuté avec la NSM et ils ont réussi à dire, écoutez, le traitement de l'angine, c'est mieux par l'azithromycine, d'abord parce que c'est plus cher, et deux, parce que le streptocoque dans la gorge dure moins longtemps si on met de l'azithromycine. On s'en fout qu'il reste dans la gorge. Ce qui compte, c'est de traiter l'angine. Il n'y a jamais eu de preuve qu'il y avait moins de rhumatisme articulaire aigu avec l'azithromycine. Tout ça, c'est pour vendre de l'azithromycine. Mais en revanche, comme c'est une négociation, pour pas que le laboratoire abuse de sa position d'ouverture sur les angines, on lui a dit, mais on ne vous donne pas l'AMM pour les infections respiratoires. Bon. Donc, vous avez le droit aux angines, pas aux infections respiratoires. Donc, sur l'AMM, vous regardez, les angines, oui, alors que ça n'a pas de sens. Les infections respiratoires, non. Et si vous passez aux États-Unis, vous regardez, les angines, c'est l'ampicilline, et les infections respiratoires, c'est l'azithromycine. Et donc, 40% des infections respiratoires aux États-Unis sont traitées par l'azithromycine, qui n'a pas l'AMM en France. D'accord ? Donc, quand on dit, il peut même y avoir une loi pour dire, écoutez, on sait la science, et donc vous n'avez pas le droit de traiter les pneumonies avec l'azithromycine, c'est de la science française, ça, c'est pas de la science internationale, c'est, je sais pas, une magouille, un arrangement qui s'est fait à un moment donné pour dire, on est d'accord pour l'angine, mais pas pour les pneumonies. D'accord ? Et ceux qui pourraient faire contre-pouvoir, c'est-à-dire les associations
trucs, comme la SPILF par exemple, du coup ne recommande pas l'azithromycine dans les pneumonies, alors que c'est recommandé par la Société américaine de maladies infectieuses. Vous voyez? Donc tout ça. Après, quand vous avez un ministre qui s'écrit c'est de la science, ou un député qui dit c'est de la science, ou vous avez le ministre de l'Intérieur qui dit c'est de la science, vous voyez, ça me fait doucement rigoler. C'est-à-dire que c'est de la science de l'ignorance, c'est de l'ignorance totale. Donc tout ça, c'est culturel. Et donc, le médecin, face au malade, il fait ce qu'il pense le mieux, et il faut faire attention de ne pas prendre ces différences culturelles pour de la vérité scientifique. C'est pas la vérité scientifique, c'est l'objet de discussions et de manipulations avec des financements qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire le financement de l'industrie pharmaceutique sur les collègues, sur les journaux et sur les journaux scientifiques, c'est des milliards. C'est inouï comme truc. Donc, c'est sûr que il voudrait bien qu'après avoir payé tout ça, après on les laisse tout seuls sur le marché, qu'ils ne soient pas embêtés parce qu'ils ont tellement payé. Vous voyez ? Mais ils se font choper en France, mais ou pas souvent. Mais aux États-Unis, en Chine, en Corée, ils se sont fait choper pour des centaines. Pfizer est condamné tous les ans pour avoir triché. Après, quand on dit, mais vous êtes paranoïaque, Pfizer a payé des centaines de millions de dollars pour avoir triché, acheté les médecins, fait de la corruption, triché sur les trucs. Mais ils vont pas en prison. Et puis, vous savez, le bénéfice de Pfizer en 2021, c'est 81 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires, bénéfice 22 milliards de dollars. Donc vous pouvez bien lui prendre 300 millions au passage, s'en foutent complètement. Hein. Donc il y a une disproportion là des forces qui est devenue considérable. Et quand vous maniez des forces, vous savez, BlackRock et le fonds de pension américain, c'est le 3e budget au monde après la Chine et les États-Unis. C'est un budget qui est supérieur au budget de la France. Donc, pour lutter contre ça, actuellement, la situation de nos sociétés n'est pas adaptée à avoir les contre-pouvoirs nécessaires pour lutter contre ça. Ils sont trop forts.